Alors pourquoi se compliquer la vie et venir dans un endroit où on aura le bruit des voitures, des camions, parce qu'on est juste au long de la rocade? C'est juste parce que ce tout petit endroit là, ça fait 8 mètres de large et puis 20 mètres de long. Bon, ça devait être une route autrefois, mais elle a été coincée là par des bouts de béton parce que y a la rocade qui est en travers, et puis de l'autre côté, là, derrière l'appareil photo, c'est la voie ferrée, la petite gare de Fondette. Mais vous la verrez dans une autre vidéo, elle est trop belle. Elle est toute abandonnée, fermée, vaguement squattée, peinture lurée, mais on a le sentiment d'être hors du monde, à 500 mètres de chez soi, mais hors du monde. Et c'est là où je voulais venir pour tenter de parler sur un point qui m'a toujours semblé crucial chez Rabelais. On est en 1500, on est dans l'hiver 1542-1543. On est précisément, exactement en février 1543. Ça fait que vous ajoutez 6 ans, il arrive à 50 ans, et vous savez, dans sa vie, donc toutes les aventures qui mènent au Pantagruel, puis au Gargantua, et là pendant 10 ans, il s'en va en Piémont. Alors il y a toujours cet appui de la famille du Bellay, Jean du Bellay, et ce Guillaume du Bellay, son frère, seigneur de Langeais, donc on l'appelle plutôt Guillaume de Langeais. Et dans ces 10 ans, alors Guillaume de Langeais, c'est quelqu'un qui non seulement a combattu avec François Ier, mais alors vous savez, 1515 Marignan, je ne sais pas si on l'apprend toujours aux enfants, mais un peu plus tard, eh bien, ça va être le désastre de Pavie, 1526, allez disons 1526, et là François Ier est attrapé là, par quelques soudards de Charles Quint qui ne savent même pas qui ils ont pris, mais ça il est avec une belle demoiselle, et puis de toute façon c'est bon pour une rançon, c'est seulement après l'avoir ramené là que oh merde, c'est le roi de France. Et donc là il est envoyé en Espagne dans des conditions totalement atroces. Il se fera ensuite remplacer par ses 2 enfants en otage qui n'apprendront même jamais ni à lire ni à écrire. Et dans cette captivité de Pavie, évidemment, il y a quand même quelques seigneurs qui l'accompagnent, dont Guillaume de Langeais. C'est peut-être probablement en récompense qu'il est nommé gouverneur de Piémont. Oui, mais c'est des périodes toujours de guerre, de soldatesque, d'affrontements de villes. Et Guillaume de Langeais, eh ben, il est juste un peu plus vieux que Rabelais. Il est né 3-4 ans plus tôt, si je m'en tiens toujours à 1494, plus communément admis, et il arrive à 55-56 ans. Oui, mais on dit qu'il a le corps tout cassé. Bah ouais, parce que tu fais pas toute une vie de guerre sans des blessures, des membres cassés, et puis à l'époque, tu survis ou pas. Alors Guillaume de Langeais, là, en tant qu'envoyé par la France pour gouverner le Piémont, puisque la France, là, il n'y a pas la Provence, mais en tout cas, toute l'Italie transalpine, oui, ça, c'est le territoire national. Et là, toute une équipe avec lui, des lieutenants, des administrateurs, un médecin. Il semble que Rabelais ne soit pas son médecin officiel, comme il le sera plus tard de Jean du Bellay. Il est plutôt pour les écritures. Et donc, dans le testament de Guillaume de Langeais, on a comme ça la liste là des 12 ou 15 personnes qui sont là, ses accompagnants, comme plus tard, 1547-1549, quand Rabelais partira à Rome avec Jean du Bellay. Là, il y en aura bien 25, et Rabelais sera le 15e dans l'ordre hiérarchique. Avec Guillaume du Bellay, il y en a une quinzaine, et Rabelais est 8e dans l'ordre hiérarchique. C'est important de se mettre un petit peu, c'est ça. On n'a pas ce truc-là du copain, le confident, c'est pas ça. Par contre, on sait, alors oh là là, la révolution que ce serait. Il écrit en latin, probablement aussi en italien, en tout cas Montaigne pratique lui les 2 langues, un livre au nom de Guillaume de Langeais qui s'appellera Stratagemata, c'est-à-dire les ruses de guerre, les stratégies d'encerclement, de siège, un livre sur l'art de la guerre. Et ce livre, ça je vais boucler là-dessus tout à l'heure, on peut le considérer évidemment maintenant comme perdu, mais dans l'équipe de Guillaume de Langeais, on a
un autre, un Italien, qui sera chargé, lui, de traduire en italien et peut-être en français, mais du moins du latin vers l'italien, ces Stratagemata qui sont un petit peu le testament de soldats de Guillaume de Langeais. Donc on est en novembre 1542, paralysie, goutte, toutes ces blessures. Langeais demande à faire son testament. Dans le testament, il demande à être inhumé à Turin, justement, là où est inhumée aussi sa femme. Et là, mystère, il va revenir en France. Alors, revenir en France, ils vont être justement 16 à l'accompagner. Il faut imaginer le convoi. Alors, il y a d'autres questions annexes, par exemple, dans ces 10 ans, est-ce que Rabelais est revenu en France? Probablement, il y a pu y avoir des allers-retours, mais on n'a aucune trace. Il est marié, légalement ou pas, il a 2 enfants, dont cette Junie qui nous sauvera une part de ses papiers, et puis le garçon qui se signalera plutôt par ses mains courantes à la police de l'époque. Est-ce qu'il leur envoie de l'argent de Turin? Est-ce qu'ils sont venus le rejoindre? Ça paraît assez improbable. Le temps de ces expéditions, pensez à l'expédition de Marco Polo, 22 ans là, auprès de Kublai Khan, c'est pas du tout la même conception du temps que pour nous. Et l'itinéraire, donc on revient par Lyon, là Rabelais a évidemment plein d'amis et de relations, on le sait parce que, merci Mireille Huchon, là, qui est si fondamental Mireille Huchon, il se fait offrir par l'imprimeur Glyph différentes éditions qui sont ensuite dans sa propre bibliothèque. Là on a son petit ex-libris Rabelais, on a une vingtaine de bouquins comme ça qui sont identifiés comme lui ayant appartenu. Ils ont à régler aussi des choses concernant la réédition qu'a fait Étienne Dolé illégalement du Gargantua et du Pantagruel, avec cette grande révolution qu'il utilise. Vous voyez, c'est tous ces labyrinthes que j'essaye de déployer dans les vidéos. Tout ça, vous pouvez suivre avec la table des matières. Vous voyez le lien dessous, entrez par la carte, par le sommaire, comme vous voulez. Alors Étienne Dolé fait cette révolution de ne plus imprimer en caractère gothique, mais ouais, en caractère français moderne. Et simplement, il le met à sa sauce, là justement où Rabelais avait tellement négocié pour que arrondir les angles et ne pas être soumis à la censure dans la réédition de 1542, eh bien tout ça est foutu en l'air, ça ne va pas créer que des amitiés. Et puis de Lyon pour aller à Paris. Tu as l'autoroute? Bah non, tu n'as pas l'autoroute. Donc tu prends Tarare. Je ne sais pas si vous avez passé maintenant là aussi, il y a une autre autoroute là, qui rejoint là, directement Lyon. Mais c'est des contrées quand même noires, sauvages, des forêts, c'est âpre. Et Tarare, il y a un col et on arrive à ce patelin là qui justement entre Tarare et Roanne, qui va être le lieu tout début février 1542 du décès de Guillaume de Langeais. Quelle importance? Quelle importance, c'est... attendez, je vais vous lire Mireille Huchon, parce qu'elle repositionne ça. Ça va vous donner, j'espère aussi, envie d'aller... voir c'est le livre en ce moment, je pense, qui est le plus essentiel pour comprendre un peu Rabelais. Pourquoi? Parce qu'elle est, j'allais dire, c'est un livre déceptif. C'est pas gentil de dire ça. Non, c'est vraiment un grand hommage. C'est-à-dire que on a toujours tendance, tu vois, par exemple, je disais, est-ce que Rabelais, il envoie de l'argent à sa femme et ses 2 enfants qui sont restés à Paris, ou bien est-ce qu'ils sont revenus le voir? Et tu te fais des idées. Est-ce qu'il est reparti là de Turin? Est-ce qu'il a repassé plusieurs fois l'école et la montagne pour repasser, puis revenir à Lyon? Tu as tellement vite fait de compenser par les histoires que toi, tu te racontes, parce que c'est ce que tu projettes. Et ça, tout le livre de Mireille Huchon, c'est une sorte de marche arrière pour dire attention, ne pas inventer que. Voilà ce qu'on sait, et ce qu'on sait, c'est tellement peu.
En novembre 1542, atteint de goutte et paralysie, Guillaume du Bellay rédige son testament. Il invite ses héritiers à donner à Rabelais 50 livres tournois par an jusqu'à ce qu'il les fait doter de bénéfices 300 livres tournois par an. C'est-à-dire que ce sera sur 6 ans, bon, une prime après décès pour bons et loyaux services. Et on sait là aussi, alors ensuite par exemple 1543 à 1546, c'est-à-dire le moment où Rabelais ce sera l'exil à Metz, et il va vivre là entre Orléans et Le Mans. A priori il a les bénéfices d'une cure après du Mans, donc il doit vivoter là-dessus et sur ce petit héritage laissé par Guillaume de Langeais. Mais sur ces 3 ans, encore un trou carrément noir dans la vie de Rabelais, y compris parce que c'est le début, c'est la montée là de la répression évangélique, ce qui finira justement avec la fuite à Metz en 1546. Et donc tu vis un petit peu planqué. Et c'est dans ces 3 ans-là que va s'ébaucher le tiers-livre. Et c'est là-dessus que je voulais parler. Il invite ses héritiers à donner à Rabelais 50 livres tournois par an jusqu'à ce qu'il les fait doter de bénéfices de 300 livres tournois. Il demandait que ses funérailles eussent lieu à Turin, qu'il fût inhumé dans la cathédrale aux côtés de sa femme. Il en fut autrement puisqu'il décède le 9 janvier, j'ai dit février, c'est le début janvier. Mais donc, en novembre 1542, il rédige son testament, et le 9 janvier, il est entre Tarare et Roanne. Après, tu rejoins Nevers, et puis Paris, en contournant Orléans, dans ce village qui s'appelle Saint-Symphorien-en-Laye, dans le compte rendu que Rabelais fait de cette mort dans le quart-livre. Je vais vous le lire. Il dresse la liste des familiers du gouverneur alors présents. Nobles, hommes d'armes, hommes de lettres, comme François de Genouillac, François Hérault, président du Parlement de Turin, Mailly le Borgne, commissaire de l'artillerie, Étienne Laurence, capitaine du château de Turin, Jacques Daunet, neveu de Guillaume du Bellay, Claude Massuot, le traducteur des supposés stratagémata de Rabelais, et un certain nombre d'inconnus. Vous allez voir, il y a un Proust, un Kobo, que Guillaume du Bellay n'avait pas, par ailleurs, oublié dans son testament. Je ne sais pas si Mireille Huchon un jour ne pourrait nous cadoter d'un livre où elle rentrerait là, dans ces strates, comme nous on peut arriver à piocher par-ci, par-là, le testament de Guillaume de Langeais qui est à la BNF, mais il n'a pas été numérisé parce que c'est trop petit et donc un peu illisible. Rabelais se cite lui-même, ainsi que Maître Gabriel, médecin de Savillan. Donc il y a un médecin officiel, et ce n'est pas Rabelais, c'est-à-dire Gabriele Gaffuri, ordinaire de Savigliano, qui aurait avec lui embaumé le corps du défunt. Les funérailles eurent lieu le 5 mars au Mans. Et Jean du Bellay fait élever un mausolée pour son frère dans la cathédrale de cette ville. Il subsiste encore les sculptures. Et moi, c'est là-dessus que je voudrais... c'est ce truc qui me fait gamberger. Mais alors, depuis des années, c'est-à-dire du 9 janvier au 5 mars de cet hiver 1543. Tu as un mort à convoyer, ils sont 15. Un mort à convoyer, c'est une charrette, un cercueil de chêne qu'ils ont fait construire à Saint-Symphorien-le-Laye. Ce n'est pas les arbres qui manquent tout autour. Et ils vont mettre du 9 janvier jusqu'au 5 mars. Pour ça aussi que je voulais, là, de voir, on est en début février, là, le 12 février 2024, ouvrir ce dossier. C'est-à-dire du 9 janvier jusqu'au 5 mars, ils vont accompagner sur cette carriole à 15. Ils vont mettre tout ce temps-là pour aller de Saint-Symphorien-le-Laye, près Roanne, jusque dans la ville du Mans. Qu'est-ce qu'on fait dans ces heures? Les journées sont courtes, donc probablement pendant 6 heures, on marche. Peut-être que ceux qui ont de la chance, ils ont une mule. Même s'ils sont avec une mule, voir le voyage en Italie de Montaigne qui m'a rajeuni un petit peu tout ça récemment, eh bien, les suivants, les domestiques, marchent à pied. Ceux-là, on ne sait pas qui c'est. Et puis, embaumer le corps. C'est juste une phrase chez Mireille Huchon. Et de toute façon, même si elle ne l'avait pas dit, il suffit de lire par exemple Saint-Simon, bien plus tard, quels sont ses
procédé d'embaumement. C'est-à-dire qu'ils sont deux. C'est-à-dire que Rabelais et cet Italien, retrouvons son nom, Gabriele Gaffuri. C'est-à-dire que Rabelais et ce Gabriele Gaffuri, eh bien, dans l'hiver de Tarare et Roanne, Saint-Symphorien en lait, ils vont poser Guillaume de Langeais, avec qui ils ont vécu pendant 10 ans, sur une paillasse. Ils vont l'ouvrir parce que les rituels, c'est d'abord on enlève la tripe. Et la tripe, on la met dans un pot en terre, et ce pot en terre va être déposé là justement, en général, où on a eu ses premières études. Et puis ensuite on enlève le cœur, et le cœur on le met dans une autre potiche, et puis celui-ci va être installé ensuite là où on aura en général là où on a fait retraite. Alors pour Guillaume de Langeais, c'est pas du tout attesté, là encore. On n'a pas retrouvé ces reliques-là, comme on les connaît par Saint-Simon pour toute la période de la fin de Louis XIV. On sait que simplement c'est le rituel. Parce que si tu as enlevé les tripes et que si tu as enlevé le cœur et les poumons, eh bien il ne reste plus que la barbaque, et ça, on peut le convoyer, le mort. On peut le convoyer à condition qu'on l'ait. Alors, par exemple, est-ce qu'il vide aussi le cerveau? J'en sais rien. Puis là, il faudrait regarder. Puis on ne va pas entrer, c'est pas ragoûtant, ces trucs-là. C'est pas ça la question. La question, c'est le statut du mort. Je pense toujours à Louis Marin, ce livre Portrait du roi, quand Bossuet fait les oraisons, là. C'est-à-dire. Le cœur, on l'a mis où je vous ai dit, les tripes, on l'a mis où je vous ai dit, et le corps, on l'envoie par exemple à Saint-Denis, et le corps est suivi de tous les carrosses vides aux armes des grands du royaume. Donc c'est un enterrement là, mais il n'y a personne dans les carrosses, on évacue le corps. Par contre, après, quand Bossuet monte en chair, c'est un mannequin empaillé, revêtu des habits de cérémonie du mort, devant lequel il prononce son oraison. Et cette symbolique-là, si on recule un petit peu dans le temps, disons 1740 à 1540, vous voyez, on est à moins de 150 ans, si on fait le compte précis, eh bien, la préparation du corps, c'est ce corps symbolique qu'on va convoyer sur la charrette avec probablement les 2 urnes en terre qui contiennent la tripe et le cœur. Rabelais, qu'est-ce qu'il a comme papier? Alors ça encore, là, puis on va s'arrêter là-dessus. Il y a une grande histoire après qui est documentée. À sa mort, les papiers de Guillaume du Bellay, je reviens à Mireille Huchon, furent dérobés. Selon Martin du Bellay, dans une lettre de février 1543 à son frère Jean du Bellay, le chef de famille, Rabelais n'aurait pas assez veillé, je rajoute assez, dans la lettre, Rabelais n'aurait pas veillé à ses papiers. Navré de la perte de ses mémoires, Martin du Bellay ne voit guère qu'un serviteur allemand rentré en son pays, accusé de cette disparition, mais il n'était guère homme à s'intéresser à ces documents. Et immédiatement après revient le nom de Rabelais. Alors l'histoire du domestique qui s'en va avec les papiers, tout simplement pour les vendre. Vous savez que c'est Montaigne, un fabuleux passage de Montaigne. Me dit mais bon, il a pris ce truc, moi je leur écris, et de toute façon qu'il les ait enlevés, qu'il les ait volés ou pas. Et dans le journal de voyage en Italie aussi, le début c'est un domestique de Montaigne qui écrit à sa place, qui écrit en italien d'ailleurs, et Montaigne ensuite, une fois le gars parti, on ne sait pas où ni comment, continue le récit. Donc il y avait une malle de papier. Et un bonhomme qui est là s'en va avec et probablement c'est Stratagemata, c'est-à-dire ce manuscrit en latin dicté, enfin en tout cas coécrit, ghostwriter par Rabelais au service de Guillaume de Langeais. Il est dans cette malle avec les registres, les mémoires, et donc pas d'archives. Mais Rabelais, lui, il ramène quelque chose. C'est-à-dire des 10 ans à Turin, qu'est-ce qu'il ramène? Il ramène ce voyage de circumnavigation, qui sera publié qu'en 1552, presque 10 ans plus tard. Mais qu'est-ce qu'il va publier? Il va publier d'abord le tiers-livre. Or, le tiers-livre, c'est le récit de l'embarquement. Simplement, au tout dernier moment de l'embarquement, au fait, pourquoi on y va?
Ah ouais, dois-je me marier ou non? Et tout d'un coup, on se retrouve très bizarrement là, à marcher, pas ici même, mais c'est pour ça que cet endroit, moi, il me parle, à marcher dans le lieu, là, à Chinon, entre Mirbeau, l'île Bouchard, Montsoreau, de Caen à Montsoreau. Et ça, ce mystère du tiers-livre, c'est ça. Et puis à la fin du tiers-livre, ça y est, on s'embarque. C'est-à-dire que c'est un gigantesque flashback à l'intérieur d'un chapitre, comme Raymond Roussel et ses impressions d'Afrique. Tu prends une phrase, tu la coupes en deux, tu écris la moitié. Tu prends une phrase, tu la coupes en deux. Bon, Rabelais propose pas ça, mais dans ce récit d'arrivée au port au début du tiers-livre et d'embarquement à la fin du tiers-livre, tout d'un coup, il y a un énorme flashback. Ce flashback, il l'écrit, il le publie en 1546, en tout cas la première version. Et ensuite viendra le quart-livre qui sera le récit de la circumnavigation. Et ce qui reste, ce qu'on appelle le 5e livre, probablement grâce à Junie, la fille de Rabelais, qui 10 ans après laissait circuler ses papiers. Ce qui est fascinant, c'est que ce sont des textes qui ont été cannibalisé par Rabelais lui-même, c'est-à-dire qu'il a pioché, on voit dans les textes qui restent, qui s'en est servi pour le tiers-livre et pour le quart-livre. C'est-à-dire que probablement la première version, c'était déjà ce voyage de circumnavigation. Et à la mort de Guillaume de Langeais, là pendant 3 ans, s'ouvre un terrible coup de gong que le livre redevient totalement nécessaire, comme il était au moment du Pantagruel et du Gargantua. Et s'écrit le tiers-livre. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Rabelais entre le 9 janvier, l'embaumement, et puis le 5 mars, où on finit par arriver, enfin, les 15 bonhommes, au Mans? Est-ce qu'il écrit dans cette période? Je ne sais pas. En tout cas, comment il y pense à son livre? Qu'est-ce qu'il s'invente dans le coup de foudre là, de sa tête, et les 3 ans qui vont suivre? Quart-livre, comment Pantagruel résonne sur la dissétion des âmes héroïques, des prodiges horrifiques qui précédèrent le trépas de feu Seigneur de Langeais, chapitre 27. C'est pour déclarer la terre et gens terriens, n'être digne de la présence, compagnie et fruition de telles insignes âmes, l'étonne et l'épouvante par prodiges, portantes, monstres et autres précédents signes formés contre tout ordre de nature. Ce que vîmes plusieurs jours avant le département, c'est-à-dire avant le 9 janvier, avant la mort de Guillaume de Langeais, sur la route, dans la montagne, entre Tarare et Roanne, de celle tant illustre, généreuse et héroïque âme du docte Épreux, chevalier de Langeais, duquel avait parlé. Il m'en souvient, dit Épistémon, et encore me frissonne et tremble le cœur dedans sa capsule, quand je pense aux prodiges tant divers et horrifiques, lesquels vîmes apertement 5 et 6 jours avant son départ, donc dans cette dernière semaine de janvier où ils sont bloqués sur la route. De mode que les seigneurs de Acier, la même liste que Mireille Huchon, mais là devenu matériau littéraire, Chemont, Mailly-le-Borgne, Saint-Aile, qui deviendra ensuite protecteur de Rabelais, l'hébergera près Meung-sur-Loire, près d'Orléans, Villeneuve-la-Guiard, maître Gabriel, là, médecin de Savillan, Rabelais, deuxième fois où Rabelais se cite lui-même comme personnage dans son livre, Corot, Massuot, Maiorici, Bulou, Cercu, dit Bouguemestre, et là, ce François Proust, un ancêtre à Marcel, Ferron, Charles Giraud, François Bourré, et tant d'autres amis, domestiques et serviteurs. Tu vois, je disais tout à l'heure qu'on ne dit pas leur nom. Ouais, mais Rabelais, il les garde là, les domestiques et serviteurs. Et là aussi, tu vois, c'est tout ce travail de nuance, comme pour nous, c'est important. Les serviteurs du défunt, tout effrayés, se regardaient les uns les autres en silence, sans mot dire de bouche, mais bien tous pensant et prévoyant dans leurs entendements que bref serait France privée d'un temps parfait chevalier à sa gloire et protection, et que les cieux le répétaient comme à eux, dû.
Il y avait le DEU qui m'a gêné dans la tête. Et que les cieux le répétaient comme à eux dû, comme propriété naturelle. Voilà. On est reparti sur les routes de Rabelais. Vous voyez pourquoi c'est ici que je voulais le faire?